Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouvel essai électrisant, celui aujourd'hui du Mercedes GLE 350 DE 4MATIC avec un D comme diesel et c'est la version plug-in hybride. C'était il y a quelques mois, souvenez-vous, BMW proposait un X5 électrifié à l'autonomie record en mode 100% électrique, 87 km en mode WLTP, c'est énorme. Il n'aura pas fallu attendre bien longtemps avant la riposte de Mercedes avec ce GLE 350 DE et une autonomie en mode 100% électrique qui flirte avec les 100 km. En fait, on est entre 90 et 99 en fonction de l'équipement. Mais l'autonomie ne fait pas tout. Qu'en est-il également en termes d'agrément? Qu'en est-il en termes de présentation? Qu'en est-il en termes d'équipement, de confort, d'habitabilité, de consommation ou encore de prix évidemment? La réponse dans cet essai. Vous serez d'accord avec moi pour dire que le GLE, il en impose. Et par rapport au BMW X5, son concurrent direct, je trouve qu'il en impose encore un petit peu plus. Il est plus massif à l'extérieur. Ce sera également le cas depuis l'intérieur. On en reparlera dans un instant. Alors ce sera une qualité pour certains et un défaut pour d'autres. Au niveau des dimensions, 4,92 m c'est la longueur. C'est exactement la même longueur au centimètre près que le BMW X5. 2,16 m rétroviseur déployé, c'est la largeur. Et 1,80 m, ça c'est pour la hauteur. Sur la balance, forcément, ça pèse. Autonomie record en mode électrique égale batterie de très grande capacité, c'est quasiment la batterie d'une petite voiture 100% électrique, on en reparlera dans un instant, et donc 2 tonnes 655 sur la balance, ça va pas faire plaisir pour les consommations et notamment en mode 100% électrique, ça aussi, on va en reparler, c'est 150 kg de plus à peu près que le BMW X5 et ça aussi, ça peut faire la différence. Sous le capot, les choses ont bien changé depuis la génération précédente de GLE hybride rechargeable, le 500e 4MATIC et son V6 biturbo développant 333 chevaux, un V6 qui en 2020 n'est plus vraiment le bienvenu évidemment. Il était épaulé par un moteur électrique proposant 116 chevaux, le tout proposait une autonomie en mode 100% électrique de 30 petits kilomètres, là aussi les choses ont bien changé et plutôt dans le bon sens. Le 4 cylindres 2 litres diesel développe 194 chevaux et est associé à un moteur électrique à aimant permanent qui vient ajouter 136 chevaux dans la balance et est intégré à l'excellente boîte de vitesse 9G Tronic Plus à 9 rapports. La puissance cumulée, 320 chevaux. Le couple est évidemment très généreux, 400 Nm de couple avec le moteur thermique, 440 avec le moteur électrique. Le couple cumulé, 700 Nm, ça pousse très fort avec ce GLE hybride rechargeable. Le 0 à 100 est abattu en 6,8 secondes. L'autonomie record obtenue en mode 100% électrique avec cette voiture, eh bien c'est grâce à la taille de sa batterie qui est positionnée au-dessus de l'essieu arrière, batterie d'une capacité de 31,2 kWh. Rendez-vous compte, c'est quasiment la taille de la batterie d'une voiture 100% électrique, une citadine 100% électrique. Donc c'est énorme et c'est 7 kWh de plus que dans le BMW X5 hybride rechargeable. Ça fait de cette voiture, si on met de côté la très confidentielle Polestar 1 qui a une batterie d'une capacité un petit peu supérieure mais qui est vraiment très confidentielle et très peu accessible, ça fait donc de cette voiture la voiture hybride rechargeable avec la plus grosse batterie. Si le diesel, c'est du côté droit, l'électricité, c'est du côté gauche. Et à l'intérieur de cette trappe, on découvre très naturellement un connecteur de type 2 qui va vous permettre sur une prise domestique de recharger en 15 heures la batterie de cette voiture. Énorme batterie, donc durée un peu longue. Attention, si vous chargez sur une prise domestique, je vous conseille une prise renforcée et pas une simple prise domestique. Ceci pour préserver à la fois l'installation de votre maison et également la batterie de cette voiture. Alors 15 heures, c'est très long, donc privilégiez l'installation d'une borne de recharge, d'autant plus qu'avec cette voiture, vous pouvez monter jusqu'à 7,4 kW de puissance de recharge. Ça, c'est plutôt pas mal, c'est mieux que la BMW X5 électrifiée rechargeable, 7,4 kW et dans ce cas-là, vous rechargerez la batterie en 4 heures à peu près, c'est très raisonnable. Alors on aurait aimé évidemment encore accélérer un petit peu plus la recharge, aller jusqu'à du 11 kW de puissance en triphasé, ce qui aurait permis de faire baisser encore la durée des recharges et donc de maximiser les kilomètres parcourus en mode 100% électrique, mais c'est déjà pas mal, d'autant plus qu'il y a une bonne surprise, c'est que pour quelques centaines d'euros supplémentaires, 600 € à peu près, vous pouvez vous prendre en option malheureusement,
Eh bien, une prise combo CCS, voilà une option bien utile. Ça peut monter jusqu'à 60 kW de puissance. Dans ce cas-là, sur le courant continu, sur une borne rapide, vous pourrez recharger 80% de capacité de batterie en 20 minutes environ. Et là, je dis, une prise combo CCS sur une voiture hybride rechargeable, c'est vraiment pas courant. Bravo Mercedes! Sur ce GLE hybride rechargeable, tout comme sur le X5 hybride rechargeable, pas d'option 7 places disponible pour cause de présence de la batterie, on l'a dit, au-dessus de l'essieu arrière. Le volume de chargement souffre un tout petit peu de la présence de la batterie, mais pas trop. Il reste extrêmement confortable, évidemment, vu la taille de la voiture. 490 litres de volume de chargement, c'est toutefois 140 litres de moins que sur les versions non électrifiées. Et si vous rabattez la banquette arrière, et là vous avez un volume gigantesque, 1915 litres. Au niveau du réservoir pour le carburant, il a lui aussi un petit peu souffert de la présence de la batterie. Il perd 20 litres de capacité en passant de 85 à 65 litres. Mais comme le but, ça va être de rouler le plus possible en mode 100% électrique, c'est pas vraiment un problème au quotidien. Sans surprise, vu les dimensions de ce très grand SUV, la place ne manque pas à l'avant, elle ne manque pas non plus à l'arrière. Je mesure 1,90 m et le siège avant, le siège conducteur est réglé comme pour moi. Et regardez à l'arrière, je dispose encore d'une place extrêmement confortable pour les genoux. C'est le cas aussi au niveau de la garde au toit. Alors, les deux passagers principaux à l'arrière à gauche et à droite, bénéficient donc d'un petit tableau de bord entre les deux sièges avant qui leur permet de régler comme ils le veulent les fonctions de chauffage et de climatisation avec la température pour chacune des places arrière, avec également le flux d'air. Si on veut un débit plus ou moins important, on peut le régler également de manière individualisée. Et puis également savoir d'où vient l'air. Voilà, si on veut plus d'air au niveau des jambes, au niveau du visage, etc., on peut le régler également de manière individuelle ou on peut le laisser de manière automatique, évidemment. Donc ça veut dire que dans cette voiture, les 4 places principales disposent de leur propre réglage de chauffage et de climatisation. C'est plutôt confortable, plutôt pas mal. Et le seul parent pauvre, évidemment, comme à chaque fois, c'est la place centrale. Mais franchement, tout est relatif. On est quand même mieux installé sur la place centrale dans cette voiture que sur les autres places dans beaucoup d'autres voitures. Bienvenue à bord du Mercedes GLE 350 DE. C'est un Mercedes GLE avant tout et donc je le disais comme à l'extérieur, à l'intérieur on a ce sentiment d'être dans une voiture extrêmement massive qui offre, il est vrai, un sentiment de sécurité. On est assis très très haut, SUV oblige évidemment et on trouve facilement sa position de conduite grâce aux nombreux réglages qu'on va retrouver dans le menu central. On y reviendra d'ailleurs dans un instant. Alors face au conducteur, on a ce volant avec pas mal de boutons, on a les deux commodos ici derrière le volant et puis on a cette interface MBUX qu'on retrouve dans les Mercedes les plus récentes. Un petit bémol par rapport à cette interface au niveau de la position de conduite, c'est que ici on va retrouver une zone invisible, une sorte d'angle mort ici parce que caché derrière la jante du volant. Donc c'est un petit peu dommage. Il aurait fallu peut-être que cette partie de droite soit un petit peu décalée vers la droite pour avoir la partie noire ici dans laquelle il ne se passe rien qui soit un petit peu plus large, histoire d'éviter que des informations, là en l'occurrence le 90 qui se trouve là, ben, je ne le vois pas depuis la position de conduite, je dois me décaler pour voir le 90 qui est là. Donc voilà, ça c'est un petit peu gênant. Pour le reste, on est évidemment très très bien assis. Alors autre petit bémol par rapport à l'intérieur, c'est que ça dénote un peu par rapport à cette interface très technologique. Ce sont les aérateurs qu'on va retrouver ici, les 4 aérateurs centraux, donc ça prend beaucoup de place et c'est pas très joli. On dirait qu'ils sont un peu issus d'une voiture des années 90, une voiture japonaise des années 90. Voilà, c'est pas très très beau, c'est assez basique, alors que tout le reste est très high-tech et qu'en plus, sur d'autres Mercedes récentes, on a ces aérateurs de type aviation qui sont extrêmement beaux à regarder, extrêmement travaillés. Ici, pas du tout. On a ces 4 aérateurs, on a l'impression qu'ils étaient un peu en manque d'inspiration pour cette partie-là du tableau de bord et donc on se retrouve avec quelque chose d'assez basique. Voilà. Autre chose que j'apprécie un petit peu moins, mais ça c'est général et on retrouve ça dans toutes les voitures maintenant et c'est un peu dommage, c'est ce piano black qu'on va retrouver sur la console centrale ici qui va évidemment très vite se rayer. Voilà, c'est pas un matériau qui est très cosy pour moi, c'est jamais que du plastique, je trouve pas ça très valorisant, c'est un petit peu dommage. Alors je vous propose à présent de détailler un petit peu le tableau de bord de cette voiture. On va commencer par la gauche. Sur la portière conducteur, et c'est le cas sur la portière passager également, on va retrouver les commandes liées au siège électrique. Je l'ai déjà dit à l'occasion de l'essai d'une autre Mercedes, je ne suis pas fan des commandes de siège sur la portière. Je trouve que ça amène encore des boutons supplémentaires d'un point de vue visuel, alors que très honnêtement sur le côté du siège, on peut très facilement y avoir accès avec la main et on n'y a pas accès tous les jours. Donc voilà, je trouve ça dommage de les mettre là. Cela dit, tout le monde n'est pas du même avis que moi. Ma
femme, par exemple, adore les boutons à cet endroit-là, elle trouve ça super. Donc voilà, chacun se fera sa petite opinion. On a les boutons liés au siège chauffant, au siège ventilé également. On a les commandes liées aux vitres électriques, évidemment, sur les portières. La commande liée à l'ouverture du coffre qui se trouve dans le vide-poche de la portière conducteur. C'est assez étonnant, mais bon voilà, il est plutôt bien mis à cet endroit-là. À la gauche du volant, sur le tableau de bord, on va retrouver le frein de parking électrique, également lié, les commandes liées au phare et au feu, ainsi que les phares anti-brouillard, etc. Derrière le volant, du côté gauche, clignotant évidemment, les commandes liées aux essuie-glaces à l'avant et à l'arrière. Et du côté droit, on va retrouver le sélecteur de vitesse, vers le haut pour la marche arrière, vers le bas pour la marche avant et le petit bouton pour la position parking. Alors sur le volant, du côté gauche et du côté droit des boutons, et là c'est hyper bien fait, ça permet de commander de manière très efficace l'interface MBUX qui se trouve derrière le volant, à savoir sur le côté gauche, on va voir ce tout petit pavé noir qui va permettre en fait de commander l'interface MBUX qui se trouve face au conducteur, avec tout simplement la possibilité d'aller vers la gauche pour commander la partie de gauche, un petit peu vers la droite pour se retrouver sur la partie centrale, et encore un petit peu vers la droite pour commander la partie de droite. Et à chaque fois, on va avoir le choix d'afficher pas mal d'informations. Voilà, par exemple, pour la partie de droite, on va pouvoir naviguer comme ça avec cette petite molette, qui n'est pas vraiment une molette, qui est un petit pavé tactile, et ça va permettre de choisir l'option qu'on veut afficher à cet endroit-là. Donc c'est le cas là, c'est le cas sur la partie centrale, et c'est le cas également sur la partie de gauche. Voilà, qui est plutôt bien vu, qui est plutôt efficace, extrêmement efficace même. On a les fonctions liées également au régulateur de vitesse adaptatif, qu'on va retrouver ici sur le volant à gauche. À droite, les fonctions liées au téléphone, également aux commandes vocales. Et puis là aussi, le petit pavé tactile qui va permettre, vous le voyez, d'accéder au menu, voilà, qui permet de naviguer dans le menu central de l'écran principal en haut de la console centrale. C'est très très efficace. Vraiment, c'est ce petit pavé tactile qui permet de faire plein de choses, qui est assez discret et qui est extrêmement efficace. C'est vraiment très très bien. Alors si on continue un petit peu sur la droite, on va avoir droit aux fonctions de chauffage et de climatisation qu'on va retrouver ici, avec possibilité de régler évidemment en bisone pour le conducteur, pour le passager, les fonctions de désembuage pour le pare-brise, pour la vitre arrière également. On va retrouver également en dessous de ce volet en plastique, on va retrouver l'emplacement pour le téléphone avec possibilité d'une recharge par induction. On va retrouver deux prises USB, une pour recharger et une pour connecter le téléphone à l'interface, et notamment si vous utilisez Apple CarPlay ou Android Auto. Les porte-gobelets avec des petits éléments amovibles qui permettent de resserrer le gobelet qui évite qu'il se promène à l'intérieur et risque de renverser, donc ça c'est bien vu également. On a également ce petit pavé tactile qui se trouve ici dans le prolongement entre le conducteur et le passager, qui va permettre de naviguer, notamment quand vous recherchez une destination sur l'interface de navigation. Vous allez pouvoir écrire sur le petit pavé tactile, c'est très bien fait, et là aussi ça permet de naviguer dans les menus. Au-delà de ça, on aura le petit sélecteur dynamique ici sur la partie de gauche, le sélecteur de volume sur la partie de droite, ce qui fait que le volume est aussi accessible pour le passager, c'est plutôt une bonne chose. Au niveau du sélecteur dynamique, ça va permettre de naviguer entre les différents modes de conduite, le mode 100% électrique, le mode confort, le mode sport, avec évidemment un comportement de la voiture. Voilà, dès que j'active le mode sport, le moteur thermique se met en marche, puisque le mode sport forcément active toute la puissance disponible de la voiture, donc forcément le moteur thermique en permanence. Et puis le mode individuel qui vous permet de gérer de manière indépendante par exemple le confort de suspension, le confort de direction ou le comportement de la voiture au quotidien. On va rester en mode soit électrique, soit confort, évidemment. Alors ici on a ce petit repose-poignet qui est plutôt le bienvenu. Certains diront qu'il ne sert à rien, moi je trouve qu'il est très très utile, bien dans le prolongement de la coudoir, et puis surtout il permet quand on veut écrire sur la partie ici de bien avoir le contrôle de ce qu'on fait en ayant le poignet parfaitement posé à cet endroit-ci. Ici le sélecteur qui va permettre de faire monter ou descendre la suspension de la voiture, et puis ici la coudoir centrale avec ici à l'intérieur encore une fois une prise USB. Toutes les prises USB de la voiture sont de type USB-C d'ailleurs.
Avant de prendre le volant, je voudrais détailler avec vous l'interface MBUX au niveau de son fonctionnement et notamment sur la partie de droite, partie de gauche, on en a déjà parlé, accessible depuis le volant, voilà, avec toutes les fonctions qu'on connaît, notamment liées à la vitesse, contour, les indices de consommation, etc. Partie de droite, donc accessible là aussi depuis le volant, sur la partie de droite du volant, depuis le pad qu'on va retrouver entre les sièges et évidemment l'écran est tactile. On va voilà, l'utiliser comme ça pour plus de facilité là maintenant. Donc l'écran par défaut, si on appuie sur la petite maison, c'est celui-ci et on peut naviguer entre les différentes options voilà, de manière latérale. Alors, tout à gauche, on a la partie EQ qui concerne évidemment plus spécifiquement la version électrifiée de la GLE avec programmation d'une charge, programmation d'une heure de départ et donc préchauffage ou pré-ventilation ou pré-climatisation de la voiture. Vous pouvez forcer le cycle urbain en mode 100% électrique également. On a des options là liées à la consommation, au flux d'énergie, à la voiture, etc., etc. Donc voilà, ça permet sans doute, alors ici c'est par rapport au fonctionnement de la suspension, ici par rapport au fonctionnement des flux d'énergie, ça permet de bien comprendre en fait comment fonctionne la voiture en ayant ces flux d'énergie qui vont se matérialiser par des petites lignes de couleurs et vous allez pouvoir voir à quel moment le moteur électrique fonctionne seul, moteur thermique fonctionne seul, à quel moment il fonctionne en synergie et donc c'est assez intéressant à regarder même si au bout d'un moment forcément vous avez compris comment ça fonctionne. Là vous avez toutes les fonctions liées au moteur, hein, le couple du moteur, la puissance, la tension de la batterie, la pression de la suralimentation, donc beaucoup d'informations disponibles là au niveau du fonctionnement du moteur également, ça pourra en intéresser plus d'un. Si je reviens au niveau de la petite maison, voilà, on a ensuite les fonctions liées au téléphone. Là, pas de téléphone raccordé, mais donc vous pouvez les utiliser ici. Fonctions liées à la navigation. Alors, ce qui est intéressant par rapport à la navigation, c'est qu'on a aussi une réalité augmentée au niveau de la navigation. Donc, l'idée, elle est bonne. Ça veut dire que quand vous avez entré une destination dans le GPS de la voiture et que vous arrivez sur un carrefour, par exemple, eh bien, vous allez avoir la caméra qui se trouve ici au niveau du rétroviseur central qui filme l'avant de la voiture. Vous allez avoir l'image ici au niveau de la partie de droite. Et sur cette image, en surimpression, vous allez avoir donc une infographie qui va vous indiquer précisément par où vous allez devoir tourner. Voilà, c'est très efficace. Même si j'aurais préféré avoir ce genre d'informations dans l'affichage tête haute pour éviter d'avoir à détourner le regard de la route pour regarder cet écran central. Voilà, ça je trouve un petit peu dommage. S'il y avait eu juste l'information dans l'affichage tête haute avec juste cette surimpression par rapport à la route, ce qui est le principe de l'affichage tête haute, je pense que ça aurait été plus efficace. Donc, mais voilà, c'est une bonne idée de la part de Mercedes de développer ce genre d'application, mais peut-être à peaufiner à l'avenir. On a ensuite les fonctions liées à la radio. Cette voiture est équipé de la radio FM, AM et du DAB+, la radio numérique qui sera de série dans toutes les voitures à partir de 2021. C'est une réglementation européenne. On a également les médias, si vous voulez raccorder des médias extérieurs. Et puis alors un menu très important dans cette voiture, c'est les fonctions de confort. Et là, les possibilités de personnalisation, je ne vais pas pouvoir tout vous détailler, mais c'est vraiment très généreux. On a notamment des massages. Alors, le massage chaud pour relaxer le dos, le massage chaud pour relaxer les épaules, le massage actif, le massage classique, le massage par vague, le massage mobilizing, le active workout dossier, le active workout assise, ce pour le conducteur et pour le passager. C'est vraiment voilà, très bien fait et surtout les personnalisations, les possibilités de personnalisation sont extrêmement nombreuses. On a le confort d'assise également. Donc là, on peut tout régler, hein. La cinétique du siège. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que voilà, on a un petit message ici, c'est la détente via un léger mouvement du siège. Ça veut dire que pour éviter la fatigue sur les longs trajets, le siège va faire de légers mouvements qui vont vous obliger à changer de position et donc de manière inconsciente, vous allez vous sentir moins fatigué. Réglage très fin du soutien lombaire, réglage des joues latérales également, qui sont très efficaces d'ailleurs dans cette voiture, la répartition du chauffage au niveau des sièges et la possibilité de tout réinitialiser, ce que vous allez faire à un moment quand vous aurez touché à tous les boutons. L'éclairage d'ambiance, là aussi peut être personnalisé comme dans beaucoup de Mercedes, rien de neuf. On a le Energizing Comfort. Alors ça, c'est carrément des programmes de confort qui vont à la fois jouer sur, dans certains cas, la musique, également sur l'éclairage, également sur le siège conducteur passager. Vous avez possibilité d'avoir ces réglages Energizing en version fraîcheur, vitalité, power nap, exercice, etc. Et vous allez avoir un visuel différent à chaque fois sur le tableau de bord. Donc voilà, c'est extrêmement poussé, c'est très confortable, même si pour certains, ce sera un petit peu gadget. Alors c'est vrai que les sièges, la
possibilité de les régler de manière fine, c'est bien. D'avoir des sièges massants, chauffants et ventilés, c'est très bien. Après, voilà, le Energizing Comfort, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je n'en suis pas persuadé. Vous pouvez même faire appel à un Energizing Coach une fois que la voiture est connectée à Internet. Mais bon, est-ce qu'on doit aller jusque-là? Je ne sais pas. Après, c'est bien que ce soit disponible. À chacun d'opter pour cette option ou pas. On revient sur le menu principal. Alors ici, le menu lié aux applications, Mercedes-Me et applications. Il y a une application Mercedes-Me disponible sur smartphone, évidemment. Et puis alors, tout à droite, les réglages liés à la voiture, auxquels on va peut-être avoir recours moins souvent. Ici, un accès rapide à pas mal de fonctions à activer ou désactiver. Au niveau de l'assistance, on a les caméras et l'aide au stationnement qu'on peut customiser, détection de panneaux, assistant trajectoire actif, le freinage d'urgence assisté, l'Attention Assist. Au niveau du véhicule, on a le Dynamic Select qui va permettre là de demander exactement voilà, quels sont les réglages, alors soit de les personnaliser au niveau du bouton dynamique dont je parlais il y a un instant. On a possibilité donc soit d'avoir des fonctions par défaut, le confort, le sport, etc. ou soit l'individual, et c'est là qu'on va pouvoir configurer ici tout ce qui est individual pour avoir exactement la voiture qui vous convient. On va revenir en arrière, les fonctions liées donc à l'éclairage, éclairage d'ambiance, etc. Le système, alors là c'est très intéressant, ça va permettre de faire modifier ce qu'on va retrouver au niveau du design. Ici j'ai opté pour le design classique au niveau du tableau de bord. Si on peut peut-être voilà, voir cette partie du tableau de bord, on peut basculer en éclairage sportif qui va s'afficher dans un instant. Voilà, et on peut basculer également sur le progressif qui est en général un petit peu plus, voilà, un aspect encore un petit peu plus moderne au niveau du tableau de bord avec adaptation ou non de l'éclairage d'ambiance. On va revenir sur le mode classique, moi ça me convient tout à fait. Je voudrais juste revenir sur le véhicule, voilà, alors ici on a, j'avais jamais vu ça, le mode réglage automatique du siège. Vous indiquez quelle est votre taille, par exemple, voilà, 1,89 m, vous lancez le positionnement et à ce moment-là, le siège et le volant vont se régler automatiquement pour vous proposer la position de conduite idéale par rapport à votre taille. J'avais jamais vu ça, c'est extrêmement bien fait, je l'ai utilisé et au début d'ailleurs c'est amusant parce que j'avais réglé le siège pour moi et puis j'ai utilisé cette fonction et les réglages étaient sensiblement différents. Et je me suis dit tiens c'est bizarre, il me propose un truc, voilà, j'aurais pas réglé le siège comme ça et finalement à l'usage j'ai gardé ce réglage proposé par la voiture et ça m'a convenu absolument tout à fait. Donc voilà, position automatique de réglage du siège, voilà qui est plutôt sympa. Donc voilà, beaucoup d'options, beaucoup de réglages à bord de cette voiture et notamment les options liées au confort et au bien-être. C'est extrêmement intuitif, le menu il est extrêmement bien fait. L'interface MBUX, on va le dire une fois de plus, mais on le dit chaque fois qu'on essaye une Mercedes récente, cette interface MBUX c'est une vraie réussite. Franchement, ça peut d'ailleurs amener à un acte d'achat. Ça peut être un élément déterminant qui va faire que vous allez opter pour une Mercedes tellement cette interface elle est vraiment parfaite. Qu'est-ce qu'on est bien à bord de cette voiture, le confort il est vraiment incroyable et une fois qu'on a commencé à rouler là comme maintenant, on vient de prendre la route et le constat il est toujours le même dans une voiture électrique ou hybride rechargeable. L'électricité, alors on peut se poser la question, est-ce que c'est plus ou moins vert qu'une voiture à moteur thermique? Il n'est pas question de ça ici, il est question de simplement que l'électricité ça amène toujours du silence et du dynamisme grâce au couple disponible instantanément, ce qui n'est pas le cas avec un moteur thermique. Et donc ça amène énormément de premium à une voiture qui est déjà très premium dans sa présentation, dans son badge Mercedes qui se trouve à l'avant et à l'arrière, et puis dans son intérieur très cosy. Là l'électrification ça amène le premium encore plus haut. Le mode électrique sur cette voiture, il est disponible jusqu'à 160 km/h, c'est-à-dire bien au-delà des vitesses autorisées dans nos contrées. Mode électrique, on l'a vu, que vous pouvez activer via le petit sélecteur dynamique sur la console centrale. On fera un point tout à l'heure sur les consommations réelles à bord de cette voiture et vous allez être relativement surpris. Comment faire une fois qu'on est en mode électrique pour ne pas que le moteur thermique se réveille? Jusqu'où peut-on aller? Eh bien, alors je fais ce signe-là effectivement parce que ça concerne précisément la pédale d'accélérateur. Il y a un point dur qui est au niveau de la pédale d'accélérateur, au-delà duquel, si vous le franchissez, le moteur thermique va se réveiller. Donc sur certaines voitures, c'est un indicateur qui se trouve plutôt au tableau de bord. Sur d'autres voitures, c'est ce point dur au niveau de l'accélérateur et c'est plutôt efficace. Ça évite de devoir regarder. On a vraiment cette habitude à prendre. On a le pied sur l'accélérateur et on sait qu'on arrive dans une zone un peu plus dur, on sait qu'on arrive aux limites du moteur électrique et donc que le moteur thermique va se mettre en route. Si on ne veut pas, eh bien à ce moment-là, on lève le pied ou on soulage l'accélérateur et on sait qu'on va rester en mode 100% électrique. C'est plutôt efficace.
Il faut souligner aussi dans cette voiture le confort de suspension. On n'est jamais dans une situation où les suspensions sont trop souples et pourtant le confort est absolument incroyable. Et à contrario, on n'est jamais dans une situation où la voiture est dure alors que le comportement est relativement dynamique et efficace sur la route. Donc on a toujours un excellent compromis qui fait qu'il n'y a jamais une situation où la suspension peut être prise en défaut. Cette voiture est équipée d'une optimisation de la gestion de la batterie. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans toutes les situations, la voiture va essayer de gérer au mieux l'énergie, de dépenser le moins d'énergie possible. Ça va se passer notamment via le GPS. Quand vous introduisez une adresse dans le GPS, la voiture va analyser le parcours et en fonction du profil du parcours, en fonction du trafic également, la voiture va essayer d'optimiser la gestion de la batterie, notamment d'optimiser les périodes où vous allez rouler en thermique et les périodes où vous allez rouler en électrique. Une autre fonction qui est très rassurante et qui vous place aussi dans une espèce de cocon autour de la voiture, c'est qu'elle va toujours avoir tendance à, quand vous soulagez l'accélérateur et vous êtes en roue libre et que devant vous se présente une voiture que vous suivez, elle va avoir tendance à freiner d'elle-même, à garder sa distance par rapport à la voiture qui se trouve devant vous. Et ça aussi, c'est plutôt rassurant au quotidien d'avoir cette voiture qui réagit en permanence avec son environnement et notamment les voitures qui se trouvent devant. Vous pouvez être distrait, évidemment ça arrive à tout le monde, ça ne devrait pas mais c'est comme ça. Et vous avez cette voiture qui quelque part vous rassure en gardant ses distances par rapport aux voitures qui se trouvent devant vous. Cette voiture, figurez-vous, elle détient un record, celui de pouvoir tracter une masse de 3,5 tonnes. C'est un record sur les voitures hybrides rechargeables. C'est donc plus que la BMW X5 hybride rechargeable. Alors vous y serez sensible si vous tractez régulièrement une remorque, une caravane, un bateau ou que sais-je. D'autant plus qu'en option, vous pouvez opter pour le crochet de remorquage avec ESP et stabilisation de la remorque. C'est une option à 960 €, une option bien utile donc si vous avez l'habitude de tracter des charges à l'arrière de la voiture pour plus de sécurité évidemment. On est là à vitesse stabilisée sur une nationale à 70 km/h, régulateur de vitesse activé. J'ai donc l'assistant de maintien dans la voie qui fait son travail, même si on doit évidemment garder les mains sur le volant. Je ne touche pas aux pédales puisque régulateur de vitesse activé. J'ai activé les sièges ventilés, voilà, parce qu'il fait un petit peu chaud aujourd'hui, il fait 26 degrés. Donc j'ai activé les sièges ventilés. Je les trouve d'ailleurs un petit peu moins performants que sur d'autres voitures avec sièges ventilés. J'ai l'impression qu'ils soufflent un petit peu moins, mais bon, c'est toujours agréable. Et puis quel confort de suspension et quel silence, surtout on est en mode 100% électrique et franchement là je pourrais parcourir de très nombreux kilomètres. Il faudrait être difficile pour pas trouver cette voiture confortable franchement. Une question que vous vous posez, une double question: quelle est l'autonomie réelle de la voiture en mode 100% électrique et quelle est la consommation réelle de la voiture dans le cadre d'une utilisation normale au quotidien? Alors concernant les kilomètres parcourus en mode 100% électrique, c'est donc beaucoup plus que la plupart des concurrentes, à savoir, alors pas 90 à 99 évidemment, ça c'est la norme WLTP, mais on sera aux alentours de 75 km en parcours mixte, ce qui est plutôt déjà une belle performance. On sera aux alentours de 80, peut-être un petit peu plus si vous évitez les voies rapides. Ça c'est pour le nombre de kilomètres que vous allez pouvoir parcourir en mode 100% électrique. Ça va suffire largement au quotidien. Très honnêtement, le moteur thermique, vous n'allez pas l'utiliser souvent. Qu'en est-il à présent au niveau de la consommation réelle? Alors on sera difficilement en dessous de 30 kWh au 100 km, alors que d'autres font 20, 25, certaines en dessous de 20 par exemple, du côté de chez Tesla par exemple. On arrive à des performances qui sont vraiment incroyables. Ici on a une gestion de l'énergie qui est bonne, compte tenu du poids de la voiture, de cette masse de 2655 kg à transporter, mais on a quand même des valeurs qui restent importantes au-delà de 30 kWh. 30 kWh, cela dit, ça représente 6 € à peu près. 6 € c'est quoi? À 1,50 € le litre, c'est assez cher, ça veut dire 4 litres de carburant. Donc c'est comme si elle consommait du 4 litres au 100 ou du 5 litres au 100 si le carburant est un peu moins cher. Voilà, donc c'est vraiment quand même assez intéressant, même si la consommation électrique reste importante. Si on ramène ça à une consommation thermique, ça reste l'équivalent de 4 litres ou 5 litres au 100, ce qui est évidemment très bien par rapport à la masse de cette voiture, à l'encombrement de cette voiture et à son physique de déménageur. Certains d'entre vous m'ont déjà posé la question dans d'autres essais, c'est quoi les points que tu retiendrais, en particulier les fonctions principales que tu apprécies à bord de la voiture? Je vais vous le dire pour celle-ci en particulier, c'est notamment le maintien des sièges. Alors il y a le confort général, mais il y a le maintien des sièges, le maintien latéral qui est réglable et qui est extrêmement performant, c'est très agréable. La voiture, grâce à ses suspensions, vire relativement à plat, on a une bonne gestion dynamique de la voiture, ce qui fait que on a vraiment cette branche de volant en plus qui tient bien dans les mains, qui est assez épaisse, et donc on a vraiment quelque chose où on est
posé dans la voiture et dans les virages à vitesse un petit peu plus élevée, c'est très agréable de pouvoir compter sur ce maintien latéral très efficace. Alors évidemment, le confort de suspension, le silence, le dynamisme de l'électrique, etc., etc. Et puis finalement la masse de la voiture qui est voilà, qui est imposante, hein, le volume est imposant et pourtant on se sent bien à l'intérieur, on se sent vraiment protégé. On a ce tableau de bord. Alors moi j'adore l'interface MBUX de Mercedes, j'en ai déjà parlé, mais c'est une réussite totale. Donc ça fait partie des points positifs également. Et puis voilà les fonctions de massage, autant les sièges ventilés, les sièges chauffants, ça commence voilà, à rentrer un peu dans toutes les gammes de voitures, soit de série, soit généralement en option. Mais là les fonctions de massage, c'est hyper agréable et c'est vraiment très très poussé avec cette possibilité d'avoir une personnalisation de l'ensemble des fonctions du siège, de l'ensemble des profils de confort souhaités, etc. C'est très très agréable et voilà, ça fait partie aussi des points positifs qu'on peut relever dans cette voiture. La question qui fâche avant de clôturer, c'est-à-dire le prix de cette voiture. Alors en Belgique, la GLE hybride rechargeable est disponible à partir de 78 529 €. Il se positionne donc entre le 300D qui est 6 000 € moins cher et le 400D qui est 2 000 € plus cher. En France, il est disponible à partir de 82 150 € en version avant-garde Line. Attention, il y a des petites différences d'équipement qui peuvent apparaître d'un marché à l'autre. Donc rendez-vous sur votre site internet national Mercedes pour configurer votre GLE pour vous faire une idée plus précise du tarif exact avec vos options, celles que vous préférez du GLE 350DE, donc hybride rechargeable. Ce GLE hybride rechargeable, véhicule d'essai, est proposé donc évidemment avec beaucoup d'options. Il y a 20 000 € d'options sur cette voiture. On est au niveau de la facture globale, 103 757 € et 50 centimes. La vérité sera sans doute entre les deux avec les options dont vous aurez besoin et qui seront vraiment nécessaires. On se situera aux alentours de 90 000 € pour un GLE hybride rechargeable bien équipé. À noter également quelques options qui sont disponibles sur ce GLE hybride rechargeable. Comme ça vous donne une petite idée au niveau du tarif. On a par exemple les sièges avec option de massage dont on a parlé, 1840 €. On a l'affichage tête haute qui est très complet. On n'en a pas parlé tout à l'heure de l'affichage tête haute. Il est vraiment très très complet et bien positionné là face au conducteur. Et on a vraiment beaucoup d'infos. Mais c'est pas gênant. Il n'y a pas une surabondance d'infos. Ça pourrait gêner la vue, mais pas du tout. Donc tout ça est bien organisé et c'est très complet. Celui-là est proposé à 990 €. Le pack extérieur AMG Line, il est proposé à 3050 € quand même. On a le cuir noir à l'intérieur proposé à 1440 €, cuir perforé évidemment pour avoir accès au siège ventilé. Et puis le système dont je parlais tout à l'heure, l'attelage, système d'attelage avec ESP et stabilisation de la remorque à 960 €. En conclusion, on peut le dire, le Mercedes GLE 350DE, c'est la voiture hybride rechargeable qui vous fait oublier qu'elle dispose d'un moteur thermique, tant les possibilités de rouler en mode 100% électrique sont nombreuses grâce à la généreuse capacité de sa batterie, évidemment. Alors à bord, le confort est total. Il y a des options de confort, mais également de bien-être à bord de cette voiture, on l'a vu. Des options qui permettent de franchement s'y sentir bien. Il faudrait vraiment être difficile pour ne pas se sentir bien à bord de cette voiture avec les sièges avant qui sont par exemple chauffants, ventilés, mais également massant. Bref, le confort est total. Voilà qui permet d'envisager des longs voyages sur autoroute notamment. Quand la batterie sera vide, la voiture sera donc une hybride simple et grâce au moteur diesel, on va rouler de manière relativement économique sur de longs trajets. Un choix assumé par Mercedes et un excellent choix au final. Au niveau du prix, c'est élevé. Évidemment, la liste des options est extrêmement longue. La bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir personnaliser la voiture comme vous l'entendez et y ajouter exactement ce qu'il vous faut en matière d'équipement. Ce qui peut peser dans la balance. En France, par exemple, la voiture est exemptée de TVS. Voilà qui peut faire la différence. À bientôt sur Charging Station pour d'autres essais électrisants. Le prochain, ce sera l'essai de la concurrente directe de la version la plus puissante de la Tesla Model S, à savoir la Porsche Taycan en version 4S. Des prochains essais également chez Kia, 2 Kia à l'essai, la Kia e-Niro version 2020 qui gomme 2 défauts qu'on avait notés sur la version essayée il y a quelques mois. On essaiera ça donc avec grande impatience. Également la Kia e-Soul qui dispose de la même plateforme technique que la Kia e-Niro. On verra quelles sont les différences de ce point de vue-là. Et puis à venir également la tant attendue Mini 100% électrique. Si vous n'êtes pas encore abonné à Charging Station, je vous remercie d'ailleurs de votre fidélité. N'hésitez pas à le faire dès maintenant en activant la cloche des notifications évidemment pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo est disponible. À bientôt.